Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part à l'ouverture du 28e sommet de l'Union africaine. Les dirigeants du continent se penchent sur de nombreux dossiers, les uns plus importants que les autres. Le président du Faso prend part à la rencontre qui se tient dans la capitale éthiopienne. Les échos dès le début de ce journal. Dans cette édition également, le point sur les travaux de l'échangeur du Nord. Le taux d'exécution est estimé à ce jour à 37% et au dire de l'entreprise en charge, le délai de 3 ans sera respecté. Seul bémol, des maraîchers refusent de quitter le barrage, mais le ministre des Infrastructures entend trouver un consensus. Le 24 janvier dernier, ils criaient leur colère sur la voie qui mène à leur ministère de tutelle. Des gendarmes et militaires admis à la retraite réclamaient l'application d'une décision de justice qui date de 2004. Ils ont promis une autre sortie si leur cause n'était pas entendue. Pour en savoir plus sur ce dossier, nous recevons le colonel Ali Traoré, le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la Défense. Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Long, certes, mais ce thème est des plus évocateurs et il réunit les chefs d'État et de gouvernement du continent africain. Addis Abeba accueille la 28e session de cette conférence à laquelle assiste le président du Faso sur l'ouverture de la rencontre intervenue dans la matinée de ce 30 janvier, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Aboubakar Sayon. À l'ouverture de cette 28e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président sortant Idriss Déby Itno a fait le bilan de son mandat. Pour le président tchadien, la réforme institutionnelle, la mise en place de nouveaux mécanismes de financement et de la zone de libre-échange sont les défis que l'Union africaine doit relever. Sur le plan sécuritaire, des solutions doivent être trouvées à la crise libyenne, au conflit au Soudan, à la criminalité internationale et au terrorisme. La réponse commune durable aux multiples défis sécuritaires réside dans la mutualisation de nos moyens humains et financiers, de l'opérationnalisation effective de la force africaine en attente, ainsi que de la capacité africaine de réponse immédiate aux crises. Le nouveau secrétaire général de l'ONU était également à la tribune de ce 28e sommet de l'Union africaine. Pour Antonio Guterres, l'Afrique doit passer de la gestion des crises à la prévention des crises. Nous travaillerons avec vous main dans la main, partout où la stabilité et le bien-être des populations seront mis en danger par un conflit ou la menace d'un conflit. Et nous ne ménagerons aucun effort pour vous apporter plus systématiquement l'assistance dont vous avez besoin pour renforcer vos moyens de lutte contre le terrorisme. L'Afrique compte plus de 200 millions de jeunes. La présidente sortante de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Lamini Zouma, a insisté sur la nécessité d'éduquer, de former et d'employer ces jeunes. Elle a félicité la CEDEAO et particulièrement la présidente libérienne pour la résolution pacifique de la crise post-électorale en Gambie. Le président guinéen Alpha Condé a été élu président de l'Union africaine en remplacement de Idriss Déby. Un sommet également marqué par le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine. Le royaume chérifien l'avait quitté en 1984 pour protester contre la reconnaissance du Sahara occidental comme État souverain. Le Maroc devient le 55e État membre de l'Union africaine. Et puis, autre information, Moussa Faki Mahamad, 56 ans, a été élu à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Lors de ce sommet, donc, la Burkinabé Minata Samaté Sessouma a été élue au poste de de commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine. Nous reviendrons en images sur toutes ces informations dans nos prochaines éditions.
Et puis toujours, dans la matinée de ce lundi, avant l'ouverture officielle des travaux du sommet de l'UA, le nouveau secrétaire général de l'ONU et le président du Faso ont eu des échanges au cours d'une audience. C'est la première fois que Roch Kaboré et Antonio Guterres se rencontrent depuis l'élection du nouveau patron de l'organisation onusienne. Ils ont surtout parlé des relations entre l'ONU et le Burkina ainsi que des programmes de développement des agences onusiennes au Burkina. Ce déplacement du président du Faso en Éthiopie a été mis à profit pour une rencontre avec les Burkinabés vivant dans ce pays situé en Afrique de l'Est. Les échanges avec la diaspora ont surtout porté sur le PNDS, les questions sécuritaires et judiciaires, mais aussi sur les préoccupations des Burkinabés vivant en Éthiopie. Le point toujours avec Souleymane Sanou et Aboubakar Sayon, nos envoyés spéciaux. Pour le chef de l'État, 2017 sera une année de travail pour la mise en route des projets et programmes de développement inscrits dans le PNDS. Mais le progrès économique et social ne peut se réaliser que dans la paix et la sécurité. Le défi sécuritaire est donc une priorité du gouvernement. Nous avons subi un certain nombre d'attaques sur nos frontières avec, je dirais, en tout cas, beaucoup de pertes en vie humaine. Nous avons au niveau local essayé de prendre des dispositions, mais comme vous savez, c'est une zone également qui est très vaste. C'est pour cela que nous avons essayé, au niveau du Liptako-Gourma, d'avoir une rencontre avec le Niger et le Mali pour que nous puissions ensemble assumer la surveillance de nos frontières. Le président du Faso a aussi parlé des travaux de la commission constitutionnelle et des questions de justice et de réconciliation nationale. Nous ne pouvons pas aller à la réconciliation s'il n'y a pas une opération de vérité et de justice. Parce que c'est ça aussi qui permet d'apaiser les cœurs et qui nous permet également d'aller à la réconciliation pour permettre que nous tournions, je dirais, la page sombre de l'histoire de notre pays. Les Burkinabés d'Éthiopie ont félicité le président du Faso pour ses actions à la tête de l'État burkinabé avant de lui soumettre des préoccupations. La mobilisation des ressources propres, internes, pour contribuer un tant soit peu au financement du PNDS, la question de la sécurité, la question de l'accès à l'énergie pour tous. À cette rencontre, il a aussi été question des enjeux du 28e sommet de l'Union africaine pour le Burkina Faso, qui présente un candidat, en l'occurrence Minata Samaté Sessouma, au poste de commissaire aux affaires politiques de l'Union. Et je vous le disais tantôt, donc elle a été confirmée à ce poste. C'était le 24 janvier dernier, des militaires à la retraite revendiquent l'application d'une décision de justice, laquelle décision datant de 2004 et qui demande à l'État burkinabé de rallonger l'âge de la retraite, décision qui ne serait pas appliquée selon les manifestants qui ont aussi demandé leur réintégration dans l'armée pour lutter contre le terrorisme et l'insécurité. Bien qu'ils aient été reçus par le secrétaire général du ministère de la Défense, les manifestants ont menacé une autre sortie si leur cause n'était pas entendue. Colonel Ali Traoré, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes donc le directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de la Défense. Dites-nous, que reprochent ces militaires à leur ministère de tutelle? Merci, madame, de nous donner la parole pour apporter des éclaircissements sur cette manifestation des militaires qui, comme vous le savez, a donné lieu à une floraison d'articles dans diverses presses. Il faut noter que ces manifestations sont relatives à des actes administratifs qui datent de plusieurs années, 2004-2007. Et lorsque nous avons rencontré ces militaires, les points de revendication ils sont de 3 ordres. Ces points étaient déjà connus de la hiérarchie militaire, mais ils ont ajouté un 4e point qui s'est révélé le jour de la rencontre. C'est celle relative à leur souhait de rencontrer personnellement son excellent Monsieur le Président du Faso. Les 3 points de revendication, il s'agit premièrement du bénéfice du décret 2004-081, décret qui donne le régime des limites d'âge des agents de la fonction publique. Ces militaires estiment qu'eux devaient bénéficier de ces limites d'âge. Et le 2e point concerne le décret 2007
365 qui institue une indemnité de départ à la retraite. Le troisième point, dit-il, est relatif à la soustraction de 3 ans sur le calcul de la durée des services accomplis pour le calcul des pensions des militaires. Donc, par une requête qui a été introduite par M. Kaboré Rakiswende et autres militaires à la retraite, par l'entremise de leur conseil, Maître Faraman Prosper, au niveau du tribunal administratif, ces militaires à la retraite ont sollicité l'annulation de la décision implicite du rejet pour leur accorder l'indemnité de départ à la retraite et aussi la condamnation de l'État burkinabé à leur payer la dite indemnité et aussi tous les avantages financiers inhérents à la prorogation de 4 ans de leur limite d'âge. Le tribunal administratif a jugé le dossier et a rendu son jugement le 21 juillet 2011. Et le tribunal administratif, dans son jugement, a dit qu'en la forme, sur la forme, la requête est recevable parce qu'elle a été introduite dans toutes les conditions de forme prévues. Maintenant, dans le fond, le tribunal administratif a estimé, sur le premier point, relatif au décret 2004-081, fixant le régime pour la limite d'âge des fonctionnaires pour le départ à la retraite, le tribunal administratif a estimé que ce décret était un règlement dérivé de la loi relative au statut des agents de la fonction publique. Et qu'en tant que règlement dérivé, ce décret ne pouvait pas avoir une existence indépendante de la loi et qu'elle ne pouvait ni étendre ni restreindre le domaine d'application de la loi. Et le jugement dit que l'article 8 de cette loi exclut du champ d'application de la loi les militaires et les magistrats. Donc, de ce fait, le tribunal a conclu que les requérants n'étaient pas bien fondés à réclamer le bénéfice de ce décret et que c'était donc à tort qu'ils réclamaient le bénéfice du décret. Sur le deuxième point, relatif à l'indemnité de départ à la retraite, le tribunal administratif a tout simplement dit que l'article 10 de ce décret fixe la prise d'effet pour compter du 1er janvier 2007 et que donc les militaires partis à la retraite avant cette date n'étaient pas fondés à réclamer le bénéfice de ce décret. Donc là aussi, c'est à tort que les militaires réclamaient le bénéfice de ce décret. Concernant le troisième point, qui est relatif, disent-ils, à la soustraction de 3 ans pour le calcul des services accomplis pour la pension, c'est simplement une question de calcul arithmétique. Nous avons pris contact avec les services techniques de la Carrefour pour savoir si, dans la durée des services, il y avait des soustractions. Les services techniques de la Carrefour ont expliqué que tous les services accomplis, à partir du premier jour d'entrée au service jusqu'au jour de la retraite, étaient pris en compte pour le calcul de la pension. Nous avons donc demandé aux militaires en question, aux militaires retraités, de vérifier par eux-mêmes, à travers les services de la Carrefour, si un seul militaire était dans la situation où on lui avait soustrait des années pour le calcul de la pension. Les services techniques du ministère de la Défense et ceux de la Carrefour se mettront en contact pour corriger ces erreurs de calcul. Donc, la décision qui a été rendue par le tribunal administratif a fait l'objet d'appel. Une requête a été introduite par M. Kaboré et autres militaires à travers leur conseil. Et cette requête en appel a aussi fait l'objet d'un jugement au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État qui a confirmé le premier jugement. Et le Conseil, les militaires à la retraite à travers leur conseil, se sont pourvus en cassation devant les chambres réunies du Conseil d'État. Et ce jugement, ce dossier est toujours pendant devant les chambres réunies du Conseil d'État. Donc, par ces faits, vous voyez très bien qu'il n'a jamais été question pour la hiérarchie militaire de faire obstruction à la justice, ni en tout cas de refuser l'application de quelque décision de justice que ce soit. Le dossier est pendant. Si d'aventure le Conseil d'État venait à condamner l'administration militaire et l'État burkinabé à payer quoi que ce soit, bien sûr que nous exécuterons. Et ces militaires ont aussi demandé une possible réintégration dans les rangs de l'armée pour lutter contre le terrorisme et la sécurité. Est-ce que cela est d'actualité? Et vous savez, les conditions
pour servir dans les forces armées sont régis par des textes législatifs et réglementaires. Au regard de ces textes législatifs et réglementaires, ces militaires sont considérés comme des militaires à la réserve, ils sont partis à la retraite. Donc si des situations impérieuses de service l'exigeaient, tout Burkinabé peut être appelé à servir dans les forces armées. Merci à vous, colonel Lali Traoré, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la Défense. Et vous étiez sur ce plateau pour parler du dossier qui oppose donc la hiérarchie militaire, on va dire, et puis les militaires admis à la retraite. Merci, madame. La suite du journal nous conduit à Bobo-Dioulasso, où les membres de la section provinciale du MPP se sont mobilisés. Ce week-end, ils ont passé en revue les défis de la vie du mouvement du peuple pour le progrès afin de mieux accompagner la mise en œuvre du programme présidentiel. Le reportage avec nos correspondants à Bobo-Dioulasso, Manekayen, Siri Kimilogo et Moussa Sano. Tous ensemble dans la cohésion, agissons pour une victoire continue du MPP. C'est le thème de cette conférence publique, une conférence organisée par la section provinciale où est du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Selon nos textes statutaires, les sections provinciales qui sont effectivement les démembrements du parti au niveau de la province sont amenées à se réunir de façon statutaire pour en tout cas discuter de la vie du parti et également se donner des orientations pour parfaire effectivement les actions. Venus des différents démembrements, ces militants et militantes du MPP OUE passent ici en revue la vie du parti, son bilan et ses perspectives. Nous allons discuter des 3 thématiques. Le thème central du congrès, c'est la mise en œuvre opérationnelle du programme présidentiel. Quel engagement, quelle perspective. Mais il y a des sous-thèmes sur lesquels, au niveau provincial, nous avons déjà en tout cas travaillé. Et le premier thème concerne la vie du parti, le second thème concerne le programme présidentiel et le troisième thème concerne effectivement le bilan des élections et les perspectives. De ces travaux sortiront des recommandations en vue de relever les défis futurs et présents du parti, le MPP. Je vous le disais en titre, le taux d'exécution des travaux de l'échangeur du Nord est estimé à 37%, 14 mois après le début des travaux. C'est le constat établi par l'entreprise en charge au ministre des Infrastructures. Ce dernier promet trouver une solution au problème de l'occupation du barrage par des maraîchers. Le constat avec Zalissa Sanfo. D'assemblage de fer en fer, peu à peu, le plus grand échangeur de la capitale prend forme. 37%. C'est le taux d'exécution des travaux en 14 mois. Toute chose qui fait dire à la maîtrise d'ouvrage des travaux que le délai des 3 ans sera respecté. Il est prévu de construire 10 ponts. Au moment où je vous parle, 2 sont déjà terminés à 100%, 2 sont terminés à 98%. Donc ça veut dire qu'il y a 4 qui sont terminés. Il y a un qui est à 30%, un autre à 40%. Donc il reste 2 que nous n'avons pas encore commencé, que nous allons commencer dans les semaines qui suivront. Si tout va bien, nous allons pouvoir être dans les délais, peut-être même quelque peu avant. Si tout va bien. Mais tout sur le chantier de l'échangeur du Nord n'est pas un long fleuve tranquille. Nous sommes ici à une zone réservée à la maraîchiculture. Une zone d'environ 2000 m² affectée par le projet. Mais les maraîchers refusent toujours de quitter les lieux. C'est cette activité qui nourrit nos familles. Si nous acceptons de l'argent, après on devient quoi? Moi, je veux une reconversion. Partira ou ne partira pas. Au ministère des Infrastructures, la question ne se pose plus. Les travaux ne seront pas retardés. Alors, ils promettent mettre les moyens en œuvre pour accorder leur violon avec les maraîchers.
L'Association des municipalités du Burkina Faso a tenu son assemblée générale statutaire. En 6 mois d'existence, l'instance qui regroupe les maires des communes du pays a entrepris des projets. Pour ce faire, un programme pour l'année 2017 a été adopté. Plus de précisions avec Paul-David Bambara et Nathalie Sawadogo. Les élus locaux du Burkina Faso réunis à Ouagadougou, 6 mois après la mise en place du bureau de leur association, dénommée Association des municipalités du Burkina, ils se retrouvent cette fois-ci pour faire le point des actions menées et tracer les sillons de l'avenir. Les 6 mois nous ont permis de prendre la mesure déjà de notre association, nous a permis également d'élaborer le programme d'activité que nous allons soumettre en plus du budget, que nous allons soumettre à adoption à l'Assemblée générale aujourd'hui. Nous avons également pendant ces 6 mois pu renouer à l'international avec toutes les associations qui avaient des relations privilégiées avec la MBF. Donc le bilan est plutôt satisfaisant pour un démarrage. En tout cas, c'est très encourageant pour nous. La communalisation intégrale du territoire en 2006 a permis la mise en place du conseil de collectivité dans 302 communes rurales, 49 communes urbaines et 13 régions. Cette assemblée générale va permettre la renaissance de l'association dans les différentes régions. On en vient à l'installation de la commission chargée du suivi du processus de passage des médias publics en société d'État. Elle est composée de membres issus de plusieurs ministères et du syndicat des travailleurs de la communication. Les conclusions de la commission sont attendues à la fin du premier trimestre de cette année. Le point avec Bilidou Bazongo et Draman Guéné. Ils ont maintenant le quitus du gouvernement pour le suivi du processus de passage de la RTB et des éditions citoyennes en société d'État. C'est une commission mixte dont les membres sont issus des ministères du Commerce, des Finances, de la fonction publique, de la communication et du SYNATIC, le syndicat des travailleurs. Chacun des 2 EPE citoyens et la RTB vont élaborer donc des thèmes de référence qui seront validés par cette commission-là. Des cabinets seront choisis donc pour étudier le passage aux sociétés d'État et c'est cette commission-là donc qui va finaliser le rapport qui sera transmis donc au gouvernement afin de voir dans quelles conditionnalités nous allons aller à la société d'État. Les travaux ont aussitôt démarré et la commission est en pleine consultation pour son organisation interne. Ces conclusions sont attendues dans de brefs délais sur la table du gouvernement. Nous avons prévu, si je ne m'abuse, la fin du premier semestre 2017 pour les travaux. L'obligation nous était donnée donc de mettre en œuvre, de mettre cette commission en place au plus tard donc le 31 janvier 2017. Nous avons donc cette obligation. Il y a 2 autres obligations liées au protocole qui sont notamment le décret SIC qui doit être déposé incessamment et également l'arrêté sur les frais de production. Tout cela devant être fait au plus tard avant le premier trimestre de l'année 2017. C'est le 29 décembre 2016 que le gouvernement et le SYNATIC sont parvenus à la conclusion de lancer le processus d'érection des organes de presse publique en société d'État. Rendons-nous à présent à Tangaï, c'est à une dizaine de kilomètres de Waïgouya. Là, une association apporte sa pierre dans la lutte contre le chômage des jeunes. Un centre de formation agricole et artisanale leur est destiné depuis 2001. Les jeunes n'ayant pas été à l'école ou étant déscolarisés sont le profil des jeunes formés donc dans ce centre que nous présentent Kiswen Sida, Irénée Kaboré et Moussaki. Ouedraogo Salam est aujourd'hui fier de son activité, la production de lion. Un métier qu'il a pris au centre de formation agricole et artisanale de Tangaï après avoir abandonné l'école faute de moyens. Quand j'ai quitté le champ, j'ai pratiqué le maraîchage. Cette année, j'ai produit de l'oignon plus le poivron. Donc c'est très important. Quand je récolte, le lendemain, c'est très beaucoup. C'est ça que j'arrive à payer les scolarités de mes enfants à l'école. J'arrive à nourrir ma famille aussi, ainsi que ma vieille. Ils sont nombreux, ces jeunes déshérités dans la région du Nord qui souhaitent être accompagnés et surtout créer leur métier pour enfin vivre comme Ouedraogo Salam. C'est même le rêve de ces 50 jeunes qui sont ici pour apprendre les métiers comme la couture, le maraîchage, l'élevage et la maçonnerie. Moi, j'ai fait CP1 jusqu'au 6e. Au 6e, mes parents m'ont dit que je vais venir au CFA pour apprendre les métiers, pour que je sois un de demain. Je suis venu ici pour faire la formation. J'aimerais faire la mécanique et l'électricité.
Une fois dans ce centre, les encadreurs procèdent à une remise à niveau de toutes les nouvelles recrues, leur apprendre le français et le calcul. Ensuite, la formation proprement dite peut commencer et s'étend sur 3 ans avec 2 ans de théorie et 1 année de pratique. Ici, c'est Rocha École, là où on les amène pour exécuter les opérations qu'ils ont apprises pendant la première année et la deuxième année. Et maintenant, comme il y a 3 techniques de production du melon, on peut produire en gravitaire, l'irrigation par aspersion, là on utilise des arrosoirs, là on fait des planches. La dernière bande, c'est pour empoquer. Pour que s'ils arrivent chez eux, ils peuvent choisir la technique qui les convient selon le matériel qu'ils disposent. Pour les responsables, le Centre de formation agricole et artisanale de Tangaï, créé en 2001, a pour objectif de réduire, voire de mettre fin au chômage des jeunes dans la région du Nord. Beaucoup d'enfants qui ont eu la chance d'aller à l'école n'arrivaient pas à terminer le cursus primaire. On s'est posé la question, comment on peut résoudre ce problème? C'est là qu'est née l'idée de ce centre de formation agricole et artisanale. Au vu vraiment des sortants, de ce que nous avons fait sur le terrain et de leur impact dans leur environnement, bon, on peut dire qu'on est satisfait. Cependant, le centre fait face à d'énormes difficultés comme le manque de places d'accueil, la prise en charge, alimentation et logement des 50 jeunes présents sur le site, le manque de moyens financiers pour l'achat de matériel pour les sortants. Dieu seul suffit, c'est une conviction du cardinal Philippe Ouédraogo. C'est aussi le titre de son ouvrage dévoilé ce matin à l'opinion publique. L'ouvrage autobiographique se veut une synthèse de l'expérience de l'archevêque de Ouagadougou. La cérémonie de dédicace est intervenue ce 30 janvier. Le compte-rendu est de Moussa Ouédraogo et Fousseni Kindo. À la recherche de l'être intérieur, le cardinal Philippe Ouédraogo arrive à la conclusion que Dieu seul lui suffit. À travers ses réflexions, le prélat nous livre une formidable expérience humaine dont la trajectoire a été bouleversée par le Christ, la foi et l'espérance. Qu'est-ce qui rend l'homme heureux? Le pouvoir, l'avoir, le sexe, c'est pas évident. On voit qu'au finish, même avec tout ça, l'homme n'est pas nécessairement heureux. Et un jour ou l'autre, interviennent la souffrance, la maladie, la mort. Et tout s'écroule, tout s'arrête. Cette réalité de la foi nous dit que vraiment, c'est Dieu seul qui comble l'homme. C'est en Dieu seul que l'homme s'épanouira pleinement et trouvera le vrai bonheur. Dieu seul suffit est donc une synthèse de l'expérience humaine du cardinal et l'expression de sa spiritualité, de son don total de soi à Dieu et à l'Église. Dans ce livre, le successeur du cardinal Paul Zungrana de vénérée mémoire se prononce sur l'Église et le monde, les graves questions de notre humanité, les revers politiques au Burkina Faso, mais aussi sa vie transformée par le regard miséricordieux du Dieu. Dieu seul suffit, dialogue et vérité, fait un point d'honneur au dialogue interreligieux et proclame cette vérité que le retour à l'essentiel est avant tout un nouvel humanisme. À l'international, un des 2 auteurs présumés de la fusillade à la mosquée de Québec a appelé la police tout de suite après le drame pour se rendre. C'est ce qu'a indiqué Denis Turcotte, inspecteur de la police de Québec. L'attaque de dimanche visant une mosquée a fait 6 morts et le Premier ministre a appelé à la solidarité avec les musulmans. La police de Québec cherche à établir ce qui a pu motiver l'attaque dimanche de la mosquée de la ville. 6 personnes ont été tuées et 8 autres blessées dans la fusillade. Selon les médias québécois, les auteurs de l'attaque se nommeraient Alexandre Bissonnette et Mohamed Kadir, qui serait lui d'origine marocaine. La police indique que les suspects sont de nationalité canadienne, l'un ayant été interpellé sur les lieux et l'autre s'étant lui-même rendu. Rapidement, les policiers arrivent sur les lieux et procèdent à l'arrestation d'un suspect. Vers 20h10, le 2e suspect communique avec notre centrale 911. Il mentionne alors être armé et nous parle de son geste. Il semble vouloir collaborer.
Les deux suspects auraient un lien avec l'université Laval et l'un d'eux serait inscrit dans une filière de sciences politiques. Jusqu'à ce jour, aucune mosquée du Canada n'avait été la cible d'une attaque de ce genre. Les Canadiens de confession musulmane sont un peu plus d'1 million sur une population totale de 35 millions. Les quotidiens du jour dévoilent les enjeux du sommet de l'Union africaine ouvert ce matin en Éthiopie. Ils reviennent également sur la victoire des étalons et les scènes de liesse dans les villes du pays. La revue de presse est avec Touobouam Evelyne Dabiré. Grandissime étalon, la belle victoire de Duarte. Les journaux célèbrent ainsi la victoire des étalons. On leur promettait l'abattoir, ils visent le podium, écrit aujourd'hui au Faso. Minute après minute, Sidoua relate le match et présente des étalons séduisants et réalistes qui ont fait plier Matouli par 2 fois. Pour l'observateur Palga, cette victoire prend à contre-pied les experts. Et ce journal se demande si ces grands experts du ballon rond, ou qu'on prétend tels, ne vont pas changer de métier après cette CAN, eux qui avaient déjà fait leur classement avant même le début de la compétition. Cette victoire des étalons rassure davantage, estime le pays, qui rapporte des propos d'après-match et les Tunisiens reconnaissent qu'ils ont eu face à eux une belle équipe du Burkina. Mais que ces 10 experts ne nous disent pas que ceux qui sont qualifiés sont des anomalies statistiques, analyse l'observateur Palga qui rapporte la liesse des Burkinabés. Roch-Marc Christian Kaboré et ses collaborateurs ont vibré avec l'équipe nationale. À l'ambassade de Paris, Salif Diallo a laissé éclater sa joie. Paul Kaba Thieba et sa compagnie ont fait le show depuis la boucle du Moun. Et à Ouagadougou, impossible de circuler. Et pour cette demi-finale entre le Burkina et l'Égypte, aujourd'hui au Faso y voit un remake de la CAN 98, mais pour de nombreux Burkinabés, rapporte ce journal, l'histoire ne se répétera pas à cette CAN. Et les étalons doivent clouer le bec à ceux qui se moquaient des Burkinabés en disant « Ballon, c'est pas vélo », conclut Sidoya. Autre point de l'actualité, le 28e sommet de l'Union africaine. Au menu des échanges ces 30 et 31 janvier, la réintégration du Maroc et le renouvellement des instances de la Commission de l'Union et les réformes informent le pays. L'observateur Palga fait une analyse de la demande de réintégration du Maroc dans l'Union et interroge « La cour assidue du roi sera-t-elle concluante ?» Merci d'avoir suivi donc ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.